Bon, j'espère que vous êtes bien installés parce que aujourd'hui je vais vous parler d'un peintre mort dans la seconde moitié du XVIe siècle, à savoir Paolo Cagliari. Mais comme personne ne le connaît sous ce nom, on va simplement l'appeler Véronèse. Et oui, Véronèse parce qu'il est né dans la ville de Vérone. C'est comme le Caravage, originaire de Caravaggio, qui s'appelait en réalité Michelangelo Merisi, ou Léonard de Vinci, originaire de Vinci, ou le Parmesan, originaire de Parme, et non parce qu'il aime le parmesan. Son père est tailleur de pierre, alors ce n'est pas seulement un travail manuel, il sculpte les façades des bâtiments, il décore les palais, bref, il transforme la matière pour en faire de véritables chefs-d'œuvre. Son fils Paolo, donc le fameux Véronèse, va grandir dans ce monde de formes et de proportions et, très tôt, il va développer un regard bien particulier capable de penser l'espace comme un décor, où chaque détail compte et doit s'intégrer dans une harmonie globale. Ce souci du décor et du détail vont d'ailleurs devenir des caractéristiques de son œuvre. Vers ses 14 ans, il va entrer au collège de Vérone, en 3e. Non, ça n'existe pas. Il va devoir se plier aux règles de l'époque et donc travailler comme apprenti chez Antonio Badile, un peintre local sans grande envergure. Là, il va apprendre les bases, le dessin bien sûr, les jeux d'ombre, la manière d'appliquer la peinture. Mais surtout, il va découvrir la magie des couleurs et il va les travailler avec une immense liberté pour un jeune apprenti. Ses premières œuvres, pas très joyeuses, mais on ne fait pas comme on veut à l'époque, par exemple la mise au tombeau du Christ de 1549, montrent qu'il aime remplir les espaces de personnages et jouer avec la profondeur, comme s'il voulait déjà dépasser le bord du tableau, faire surgir les figures sur nous pour nous en mettre plein la tête. Mais Vérone, ce n'est qu'une étape. Le petit Véronèse sait bien qu'il doit partir s'il veut se faire un vrai nom. Venise, c'est pas trop loin, 120 bornes, et c'est l'endroit où tout artiste rêve de travailler. Pourquoi ? Parce qu'à Venise, chaque église, chaque palais est l'occasion de laisser son empreinte. Les riches familles vénitiennes et les doges, c'est les patrons de la ville, aiment commander des fresques grandioses pour montrer leur puissance. C'est une scène artistique complètement ouverte, où chaque tableau est une carte de visite pour l'artiste. À Venise, donc, Véronèse croise la route de Michele San Micheli, un nom malheureux aux consonances répétitives, mais un architecte respecté et influent, un peu comme un vieux sage. Il est connu pour ses fortifications imposantes et ses grands palais, et il a un œil affûté pour repérer les talents. Il remarque Véronèse et décide de l'aider en le présentant à ses contacts à Venise. Grâce à lui, il reçoit en 1553 sa première vraie commande pour San Francesco della Vigna, une grande église de la ville. Là, il commence à peindre des fresques où les colonnes et les arcs se mélangent avec ces personnages peints et donnent l'impression que la peinture est le prolongement de l'architecture elle-même. Un autre architecte, dont le nom m'échappe, va ensuite bosser avec lui grâce à la famille Barbaro, l'une des familles les plus influentes et cultivées de Venise, qui pour le coup ne veut absolument pas d'une villa comme Monsieur Tout-le-Monde. Ah oui voilà, c'est Palladio le nom du gars. Et lui, il va révolutionner l'architecture en s'inspirant de règles déjà présentes dans l'Antiquité, mais franchement, on en parlera une autre fois. Alors le Véronèse, il dit ok, je vais peindre des fresques dans cette villa, et résultat, il va faire de magnifiques trompe-l'œil tellement bien foutus que le Palladio sera pas très content que le jeune gamin Véronèse lui fasse de l'ombre. À 30 ans, c'est devenu un peintre en vue. Il travaille avec les meilleurs, il rivalise avec des maîtres comme Titien et Tintoret. Un exemple de cette période est le décor du Palais des Doges, donc le palais du big boss de la ville, où il réalise des plafonds qui donnent l'impression que les personnages sont sur le point de tomber sur les spectateurs. Bref, il est au top. Mais, cette gloire assez rapide va bientôt se heurter à l'Inquisition, une institution catholique qui traque et défonce en mode Jeanne d'Arc fait un barbecue ceux qui ne sont pas vraiment dans les règles. Enfin, les leurs en tout cas. En 1573, il est convoqué pour s'expliquer sur un tableau représentant le dernier repas du Christ. Va-t-il s'en sortir ? Nous en reparlerons dans une prochaine vidéo. Tu peux télécharger l'image finale, le lien est dans la description.
Dans l'histoire de l'art comme ailleurs, plus la connerie enchaîne, plus le savoir déchaîne.